Il y a quelque chose de particulier dans le passage à la quarantaine, ce sentiment que la vie s'est lentement transformée en routine gérable. On cesse d'attendre des surprises et peu à peu, on oublie que le monde n'a jamais été aussi sûr qu'il en avait l'air. Cette illusion s'est brisée pour Hélène et moi. Un octobre, l'année où nous avons rencontré quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourront oublier. Cela faisait 20 ans que nous étions ensemble, deux Parisiens qui avaient échangé le bruit de la ville contre la tranquillité, les paysages urbains contre les paysages lents de la campagne lorraine. Ce week-end-là, nous avions prévu de nous rendre à Metz. Rien de plus simple, déjeuner dans un café, une promenade le long de la Moselle, un après-midi tranquille à flâner dans une ou deux librairies d'occasion. Mais le GPS nous a fait prendre un détour, une petite route qui se détachait de la 4, et avant même de nous en rendre compte, nous arrivions à Saint-Avold. C'était une petite ville calme, du genre où les rues se vident dès 5 heures et où les volets se ferment tôt. La lumière de l'après-midi était pâle et délavée, donnant aux maisons de grès la couleur des vieux os. Nous nous sommes garés près du cimetière militaire américain, avec ses rangées interminables de croix blanches en marbre qui se dressaient sur une pente, dominant les bois au-delà. Hélène a toujours eu un goût particulier pour les cimetières, non par morbidesse, mais par respect. Alors nous avons erré parmi les tombes un moment, lisant à voix haute les noms et les dates, nous demandant quelle vie se cachait derrière. C'est au bout du cimetière, au-delà de la dernière ligne de pierre tombale, que nous avons remarqué le vieux chemin, à peine plus qu'une entaille dans la végétation, presque englouti par les ronces et les herbes sauvages. La curiosité est toujours inoffensive au début, et ce chemin semblait avoir été emprunté, bien que cela ne fût pas récent. Il n'y avait aucun panneau, aucun repère, et les bois au-delà étaient denses, plus sombres que ne le permettait la lumière déclinante. Nous l'avons suivi. Le chemin descendait, s'éloignant des tombes, plongeant dans la forêt où l'air devenait humide et froid. C'était comme pénétrer dans un autre siècle, le silence étouffé des bois, interrompu seulement par le craquement sec des feuilles sous nos pas. Après peut-être 15 minutes, les arbres s'écartèrent pour dévoiler une clairière. C'est là que nous les avons vus. Les pierres furent les premières à capter mon regard. 8 d'entre elles disposées en un cercle parfait, usées et grises, couvertes de mousse, leur surface marquée de gravures trop érodées pour être lues. Au centre se dressait une dalle de pierre plate, plus sombre que les autres, comme si elle avait absorbé des années de pluie et quelque chose d'autre sous sa surface. Et ils étaient là aussi, les êtres. 6 ou 7 d'entre eux, drapés de manteaux et capuches, se tenaient en cercle autour de la dalle. Leur visage était là caché, leurs mains levées, leur corps parfaitement immobile. Une 7e silhouette était agenouillée devant la dalle, la tête baissée. D'abord, la scène m'a semblé théâtrale, comme si nous étions tombés dans une reconstitution locale. Mais plus je restais là, plus je sentais que ce n'était pas destiné à des yeux humains. L'air dans la clairière n'était pas normal. Il était trop calme, comme si les arbres retenaient leur souffle. Même les bruits habituels de la forêt, les oiseaux, le vent, le bruissement lointain des animaux avaient disparu, laissant un silence si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Les figures commencèrent à chanter. C'était d'abord un chant bas et dissonant, montant et descendant comme des vagues poussées par une marée invisible. Les mots étaient gutturaux, presque douloureux à écouter, prononcés dans un rythme qui faisait dresser la peau. Je ne comprenais pas la langue, mais quelque chose dans mes os la reconnaissait, quelque chose de plus vieux que toute langue humaine. Puis la silhouette sur la dalle bougea. Ce n'était pas le genre de mouvement que l'on attend d'une personne allongée. Il n'y eut ni panique ni lutte. La tête se leva lentement, comme quelqu'un se réveillant d'un long sommeil lourd, et se tourna vers nous. Je ne me souviens pas avoir couru, seulement de la sensation du sol qui se déplaçait trop vite sous mes pieds. Les branches nous fouettèrent le visage, la forêt semblait s'étirer et se resserrer, le chemin s'allongeait plus qu'il n'aurait dû. Derrière nous, je l'ai entendu, le bruit de la pierre frottant contre la pierre, comme si la terre elle-même se déplaçait. Et sous cela, le rythme régulier et patient du chant, qui nous suivait, peu importe la distance que nous parcourions. Nous avons jailli hors des bois près du cimetière, haletant,
les derniers rayons du soleil s'éteignant derrière les collines. Tout semblait normal. La ville était calme et silencieuse, ses fenêtres éclairées contre l'obscurité croissante. Nous n'avons pas parlé sur le chemin du retour, trop bouleversés, essayant de nous convaincre que nous avions mal compris ce que nous avions vu. Mais cette nuit-là, l'horreur véritable a commencé. Les rêves sont venus en premier. Chaque nuit, sans exception, je me retrouvais debout dans cette clairière, sauf que cette fois, les pierres n'étaient pas vides. C'était nous, Hélène et moi, à l'intérieur du cercle, immobiles, incapables de bouger ou de crier, nos mains levées vers le ciel. Les figures encadraient le cercle, leurs visages toujours cachés, mais leurs yeux, noirs, fixés, perçaient l'obscurité. Au centre du cercle, là où la dalle avait été, il n'y avait plus qu'un trou, profond et informe, un gouffre qui semblait respirer. Les rêves duraient de plus en plus longtemps, restant avec moi après mon réveil, comme l'écho d'une cloche. Parfois, Hélène se réveillait en pleurant, sans que l'on sache pourquoi. Notre maison devenait froide, peu importe la température réglée sur le thermostat. Les appareils électriques clignotaient et tombaient en panne. Les horloges s'arrêtaient toutes à 3h17 chaque nuit. Puis les ecchymoses sont apparues. Petites au début, des marques sombres sur les bras d'Hélène, sur ma poitrine, faibles mais indéniables, comme si des mains invisibles nous avaient saisis pendant notre sommeil. Un matin, je me suis réveillée pour découvrir 3 éraflures parallèles sur mon épaule, sèches et croûtées, bien que je n'ai aucun souvenir de douleur. Cela a empiré. Une semaine après Saint-Avold, je suis rentrée chez nous pour trouver le jardin arrière perturbé. L'herbe avait été grattée dans un cercle parfait, comme si quelque chose de lourd avait séjourné là. Au centre se trouvait une pierre unique, grise et usée, portant la même marque que celle que j'avais vue sur les pierres de la clairière. 2 cercles superposés, traversés par une ligne verticale. J'ai brisé la pierre avec un marteau, mais les dégâts étaient superficiels. Le symbole restait gravé sous la surface, intouchable. Cette nuit-là, les rêves sont devenus bien pires. Dans le dernier, je me trouvais seule dans le cercle. Les figures se rapprochaient et je pouvais enfin voir leurs visages. Ce n'étaient même pas des masques, ce n'étaient pas non plus des humains. Leur peau était trop tendue, leur bouche trop large, et leurs yeux noirs me fixaient avec la patience de quelque chose qui savait qu'il me survivrait. Le chant s'est arrêté et le sol a commencé à se fissurer, la dalle se fendant en 2. Je me suis réveillée avant de voir ce qui en est sorti. Nous avons quitté la maison le lendemain. Nous ne l'avons pas vendue. Nous n'avons rien dit à personne. Il n'existe pas de mots pour décrire ce genre de choses sans passer pour fous. Nous avons fait nos valises et quitté la vie que nous avions construite, laissant derrière nous seulement le silence et l'odeur subtile de la terre humide dans les murs. Même maintenant, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment échappé. Les rêves sont devenus rares, mais ils reviennent toujours. Parfois, je vois Hélène fixant le vide par la fenêtre, les yeux rivés sur un point au-delà du verre. Parfois, je me réveille pour trouver de la terre sur le sol près du lit, comme si la terre nous avait suivis à l'intérieur. Et une fois, juste une fois, j'ai entendu à nouveau le chant, faible, venant de quelque part juste au-delà de l'audible, quand le monde était silencieux et que le ciel était trop noir pour voir les étoiles. J'ai appris à vivre avec cette connaissance. Certains lieux ne sont jamais destinés à être trouvés et certains rituels ne sont jamais destinés à être observés. Ce qui me terrifie, ce n'est pas ce que nous avons vu, ni même ce qui a suivi. C'est la certitude que le cercle n'est pas brisé. Il attend simplement.